je vais vous présenter rapidement et vous faire réagir sur le sujet qu'Emmanuel de la Roche-Pulon, avocat à la Cour et associé au cabinet Jones Day, va nous poser. Qu'est-ce qu'on nous bricole en matière de fiscalité du patrimoine, Emmanuel? Le terme adéquat. Voilà, donc je pense que le sujet, on peut le présenter rapidement parce qu'il est très très bien connu par toutes les personnes ici. Le point de départ, c'est quoi le point de départ? C'est la suppression, la fin de l'ISF. Donc fin de l'ISF, fin d'un impôt qui emporte un certain nombre de conséquences. La création d'un impôt nouveau sur la fortune immobilière, donc on a entendu parler, qui s'appelle l'IFI. Et une deuxième conséquence qui va nous occuper ce matin, eh bien, qui est tout simplement la suppression de l'impôt et donc la suppression des réductions qui existaient et qui s'appliquaient sur cet impôt. Donc, l'ISF-PME, c'est quoi? C'est une réduction d'ISF qui va disparaître naturellement compte tenu de la disparition de l'ISF. Elle ne disparaît qu'en partie parce que la réduction pour les dons et œuvres caritatives, enfin, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça d'ailleurs, mais en tout cas, les dons restent déductibles de l'IFI aujourd'hui. Alors, restent déductibles de l'IFI. Et pour l'année en cours, c'est-à-dire pour l'ensemble des souscriptions au capital de PME qui seront effectuées avant le 31 décembre de cette année, eh bien, une déduction serait possible, en l'état actuel du projet de loi de finances, une déduction serait possible également de l'IFI dans les conditions prévues pour l'ISF-PME. Maintenant, la logique de l'IFI, qui est un impôt effectivement immobilier, est d'accueillir un certain nombre de réductions, mais la logique actuelle, en tout cas telle qu'elle est présentée, elle a été présentée par le gouvernement, n'est pas d'accueillir une réduction d'impôt. Une réduction liée à des investissements dans les PME, et il y a effectivement une certaine logique. Ces investissements ne sont pas assujettis à l'impôt sur la fortune et par conséquent n'ouvrent pas à réduction d'impôt sur la fortune. Donc la logique est simple, on la comprend. Pour autant, les conséquences sont loin d'être neutres. Car cet outil de réduction d'ISF-PME qui existe depuis, dans sa forme, on va dire, actuelle, même si elle a été largement modifiée depuis la loi TEPA, et avait comme inspiration de positiver l'impôt sur la fortune, à savoir transformer cet impôt sur la fortune en incitation à l'investissement dans un certain nombre de sociétés, donc des PME, qui attirent peu les investisseurs particuliers. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est difficile d'identifier une PME et d'aller investir dans cette PME. Premièrement, et deuxièmement parce que c'est un investissement qui est très risqué, et troisièmement parce que c'est un investissement qui est très peu liquide. Comment réaliser sa plus-value ou sa sortie sur une PME où vous êtes minoritaire et avec aucune garantie de liquidité? Donc, positiver l'ISF, ça a été la création de l'ISF-PME. Et donc, cette ISF-PME, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est une réduction d'impôt pour investissement direct, une réduction d'impôt pour investissement intermédiaire au travers de holding et une réduction d'impôt au travers d'investissements de fonds pour l'innovation, les FCPI et les FIP. Ça représente une réduction d'impôt qui était très substantielle pour les investisseurs, car vous pouviez investir jusqu'à 90 000 € dans cette PME et obtenir une réduction d'impôt de la moitié, à savoir de 45 000 €. Le plafond était là. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour ces PME en phase d'amorçage et ces mécanismes d'investissement dits business angel? Il reste ce qu'on appelle la réduction IR-PME. Donc, qui est un mécanisme qui s'applique non pas sur l'ISF, mais sur l'IR, et qui aujourd'hui attire toutes les attentions. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui est très similaire à celui de l'ISF-PME. Il s'adresse aux mêmes cibles. C'est exactement les mêmes PME qui sont ciblées. Et l'épargne donc qui va être tangentée via l'IR-PME a le même effet que l'épargne tangentée dans le cadre de l'ISF-PME. Les mêmes cibles. Les mêmes types
intermédiaires, c'est-à-dire que vous avez des fonds ISF PME, vous avez des fonds IR PME. Donc l'intermédiation dans ce type d'investissement est assez similaire. Une réglementation qui est comparable, des garde-fous qui ont été mis en place en matière d'ISF PME s'appliquent également en IR PME. La grosse différence, c'est une différence de taille. Aujourd'hui, en matière d'ISF PME, on a vu, on pouvait obtenir jusqu'à une réduction d'impôt de 45 000 €. En matière d'IR PME, c'est beaucoup plus modeste. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, l'IR PME, entre dans ce qu'on appelle le plafond global des niches fiscales. Alors, c'est un peu technique, mais c'est un plafond qui vise à lisser l'ensemble des niches fiscales qui se sont accumulées au travers des temps et qui est aujourd'hui de 10 000 €. Et donc 10 000 €, ce plafond, on pourrait considérer que c'est déjà beaucoup, mais ça veut dire que votre IR-PME vient en concurrence avec un certain nombre d'autres niches fiscales, et notamment tout ce qui est lié à l'emploi de personnes à domicile, donc la nounou, ou la femme de ménage, et que sais-je d'autre. Et finalement, c'est un plafond qui est déjà largement occupé et utilisé pour ce type d'emploi. Deuxième limite importante, c'est que 18% des versements uniquement sont déductibles de votre IR, alors qu'en matière d'ISF-PME, on pouvait aller jusqu'à 50% des versements. Donc on voit en fait des mécanismes similaires, mais en termes de taille, d'enveloppe, qui sont très très différents. Donc voilà, pour dresser le cadre technique. Alors, je vais juste rajouter, alors je n'ai plus du tout les chiffres en tête depuis que je ne les produis plus, pour être honnête, mais l'ISF PME, la dernière fois que je m'en suis occupé, c'était 2/3 de la collecte globale, donc c'est au moins 2 fois plus gros que l'IR PME pour des simples questions de taux que tu as évoquées, Emmanuel, c'est-à-dire que le rabot barouin a été fatal ou presque à l'IR-PME en portant le taux de défiscalisation à 18%, alors que l'ISF avait un taux beaucoup plus attractif pour le marché de la défiscalisation, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça. C'est des gens qui investissent dans les PME comme ils investiraient, je ne sais pas moi, dans des hôtels à Saint-Barth ou Saint-Martin, et pour la même raison, Françoise, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais qui est de payer moins d'impôts. Donc, on va en parler. Donc, l'IR-PME, le Madelin, très vieil institut, les FCPI 1997, les FCPI ISF et les FIP et tous les fonds 2007, la loi TEPA, la première réforme de Nicolas Sarkozy. Donc, si on continue sur ce panorama, Isabelle de Crémou, peut-être un mot sur le marché des fonds fiscaux et ce que tu anticipes chez ces Venture Partners de la disparition de l'ISF-PME. Alors effectivement, si on garde une vision macroéconomique sur la France, c'est intéressant aussi de voir que les montants collectés sont évidemment, comme vient d'être dit, directement corrélés avec le taux de réduction et donc l'incitation fiscale. Puisque si on regarde la proportion entre les montants collectés et la totalité de l'impôt, on voit que sur l'ISF, donc c'est source AFIC, mes data, sur l'ISF, en 2016, les FIP et les FCPI avaient collecté 445 millions d'euros pour un impôt qui au total est de l'ordre de 5 milliards, donc ça fait 8,5%. Tandis qu'en IR, avec les 18%, la collecte est de 450 millions sur un total IR de 69 milliards. Donc là, on est à 0,6%. Et la différence entre ces 8,5% et ces 0,6%, elle est évidemment liée à l'incitation fiscale de 18% versus 50%. Alors, la conséquence de ça, c'est que à partir de l'année prochaine, il y aura donc 500 millions de moins qui viendront dans les startups et les PME innovantes françaises du fait qu'il n'y a plus ce canal ISF. Alors bien sûr, on en a parlé tout à l'heure et je m'en réjouis encore et c'est encore bravo pour ces de l'ordre de 200 millions nouveaux qui arrivent par le fruit des intérêts de ce fonds. Il y a une question de tuilage parce que la suppression de l'ISF-PME, c'est maintenant. Le fonds pour l'innovation, c'est l'an prochain, au mieux. Et quand bien même, c'est 500 millions versus 200 millions.
Donc, il y a un delta. Il y a un delta qui va se ressentir évidemment directement et tout de suite sur toute cette communauté de PME et de start-up innovantes françaises. Et comme dans le même temps, sur les autres canaux auxquels ces start-up et ces PME françaises ont accès pour leur financement, il n'y a pas de changement ni dans le monde privé ni dans le monde public majeur à attendre, et ben forcément, ça va être darwinien. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne pourront plus se financer du tout. Donc, soit elles réduiront la voilure et puis donc elles feront le gros dos, elles survivront, mais elles se développeront moins vite, soit elles se feront racheter ou elles se feront consolider. Là-dessus, ce qui est important, moi, je le vois très, très souvent dans le cadre de mon métier et j'interviens beaucoup sur des levées de fonds sur les marchés, donc dans le cadre d'IPO, de PME, qui sont souvent des biotech, hein, et le sésame pour ces PME, c'est la note d'éligibilité à l'ISF PME. C'est-à-dire que moi, j'ai une énorme pression devant mon bureau en me disant quand est-ce que vous me sortez ma note d'éligibilité à l'ISF PME? Parce que sans ça, eh bien, je sais que ma collecte va être bien moins efficace et une collecte moins efficace veut dire que l'ensemble en fait de l'opération peut être un échec. Donc c'est quelque chose qui est matériellement aujourd'hui très important. Alors, je voudrais quand même relativiser. C'est pas parce que vous êtes des grands soutiens de PME Finance que je ne vais pas apporter un bémol, même un gros bémol, je pense. C'est-à-dire que les 200 millions dont on parle, Isabelle, c'est de l'innovation de rupture. C'est du venture, c'est de la techno. La part de l'ISF PME consacrée à l'innovation de venture ou à l'innovation de rupture ou simplement à la tech, si elle est de 10% tout mouillé le vent dans le dos, c'est quand même pas mal. Oui, Françoise, je sais que vous n'êtes pas d'accord, je vous passe la parole, c'est promis. Mais là encore, je n'ai plus que le souvenir des ordres de grandeur. Je ne génère plus de statistiques un peu précises. Mais l'ISF PME, comment dire Mais tiens, tu as fait des mandats d'investissement avec des FIP Corse, Guillaume Olivier Doré. Quelle était la part de la technologie dans tes investissements? 0. Pour répondre clairement à la question, effectivement, j'ai vécu, alors, à mon corps, je suis repenti, hein, tout va bien, j'ai vendu mon entreprise il y a 2 ans et je fais autre chose maintenant. Mais en l'occurrence, là, j'ai récupéré, moi, en 2012, 360 millions d'euros de fonds FIP, FCPI, ISF et IRPME, relativement mal gérés, et 55 000 clients particuliers maltraités. Je les ai rachetés, pas très cher, et j'ai essayé de faire en sorte que ça aille mieux. Mais la réalité du marché, c'est que l'ISF PME, pour une grande part de l'ISF PME, et c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, le montage d'ISF PME a été détourné de l'esprit de la loi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et très clairement, à l'époque, on proposait à des assujettis à l'ISF de mettre leurs sous dans des financements type mezzanine, où en fait ils mettaient les sous et on lui rachetait avec un intérêt de 8% avec une promesse de rachat. Ce qui est techniquement un contournement de l'esprit de la loi. Donc techniquement, c'était devenu un financement de PME, certes, donc ça allait quand même dans les entreprises, mais dans les modalités qui sont proches de modalités bancaires. Et donc, pardon Madame la députée, je vous en prie, oui. Je voulais juste ajouter dans le delta, on oublie quelque chose qui me semble quand même très important, qui est on fait sortir justement toute cette partie capitale pour que cet argent, au-delà du fonds d'investissement que l'État va mettre en place d'innovation de rupture, cet argent, il est censé effectivement revenir dans l'économie réelle. Alors effectivement, l'idée de l'ISF PME, c'était de pouvoir flécher aussi, de s'assurer que cet argent est retourné bien dans l'économie réelle, mais on oublie un sacré delta. Et c'est vrai que peut-être que ça va désintermédier aussi. Alors les FCPI vont peut-être effectivement être là un petit peu moins contents, mais peut-être que c'est un peu plus d'argent aussi qui va venir parce qu'il y aura plus cette part de commission qui est prise aussi. Donc n'oublions pas, il faut pas être utopique non plus, mais j'aimerais qu'on prenne en compte dans ce delta la philosophie même de la transformation de l'ISF en IFI, qui est qu'on réinvestisse dans l'économie réelle. Là-dessus, enfin, c'est ma matinée bémol peut-être. Parmi les sottises que j'ai fait dans ma jeunesse, il y a un truc qui s'appelle le PEA-PME. Et j'ai argumenté sur le PEA-PME. J'ai passé une année de ma vie à argumenter sur ce qui, en bon français, s'appelle le trickle down, ou l'effet de ruissellement en français postmoderne, en expliquant que si on baissait le plafond du PEA aux ETI, par effet de ruissellement, l'argent collecté sur le PEA-PME allait atteindre les PME.
Je crains m'être trompé, Madame la députée. Et la question de la main invisible qui va se saisir de l'argent libéré par la réforme de l'ISF pour le flécher naturellement vers la croissance de l'économie est une question qui reste posée. Voilà, je le dis avec respect dû à l'institution, mais c'est une véritable question et quelque chose qu'il va falloir surveiller, en tout cas que nous surveillerons dans les années à venir. Et que nous surveillerons également, nous, en tant que représentants aussi de la nation. Bien évidemment, même malgré mes 26 ans, je ne suis pas si utopique et idyllique que ça. On a bien conscience que, bien évidemment, tout cet argent va pas tout d'un coup retourner dans l'économie réelle. On sera très vigilant à ce que, bien évidemment, la majeure partie repart à travers des évaluations, puisque notre mandat aussi, c'est celui de l'évaluation des mesures qu'on prend et le contrôle. Et je crois que le ministre a été très clair cette semaine s'agissant de ça. Nadia, je te laisse peut-être compléter. Juste très très rapidement, en fait, la chose à laquelle nous sommes en train de réfléchir, c'est les différents véhicules qui peuvent flécher cette épargne directement vers les entreprises. Et là où je vous rejoins en fait sur le PEA-PME, c'est que il y a aujourd'hui encore des difficultés pour certains établissements financiers ou d'investissement en fait, de créer des fonds spécifiques à ces PME. Donc finalement, très peu de fonds sont éligibles au PEA-PME et sont davantage disponibles sur le PEA. Donc là, il y a effectivement matière à discuter. Donc voilà, on a bien conscience qu'il y a des efforts à faire sur les véhicules d'investissement et donc on sera aussi et effectivement, très attentif à ça. il y a deux endroits qui coincent. Isabelle, je vais te laisser répondre après le bémol, le bécard, le bémol, le deuxième bécard. Il me semble que tu as quand même un droit de réponse sur la situation actuelle des fonds fiscaux et ce qui va en rester. Et ensuite, on parlera des business angels, Françoise. Alors, effectivement, sur ce qui a été dit sur finalement la déviation des produits précédents qui existaient, qui avaient été pensés pour être fléchés sur l'innovation et puis qui, en fait, ont été déviés pour faire complètement autre chose, en profitant de la façon dont étaient rédigés les textes, c'est effectivement ce qu'il faut éviter dans cette nouvelle loi de finances. Et on parlait au premier débat de la nécessité d'accompagner ces dirigeants, bien sûr avec de l'argent, mais pas seulement, avec du professionnalisme pour les ouvrir à l'international, pour leur faire gagner du temps sur toutes les tâches qui sont communes entre ces différentes sociétés, dont les professionnels ont l'expérience et qui permettent de libérer du temps des entrepreneurs pour qu'ils fassent ce pourquoi ils sont bons, c'est-à-dire développer leurs produits, plutôt que de perdre leur temps à faire de l'administratif ou ce genre de choses. Et donc cet accompagnement professionnel est probablement un gage de qualité, c'est-à-dire il y a une réflexion qui doit se faire effectivement sur la nature des véhicules, comme vous venez de le dire, mais aussi sur qui va gérer ces véhicules. Un pseudo-label de niveau de compétence et d'expertise des équipes qui vont gérer. Parce que s'il y avait eu ça pour la précédente génération de produits, ça aurait évité toute cette génération spontanée d'équipes sorties de nulle part avec aucune expérience, qui étaient simplement des collecteurs, qui collectaient tous ces fonds dans une unique perspective de commission de gestion et qui ont donc donné une très mauvaise image à tous ces produits parce qu'ils les ont dévoyés. Donc il y a des permis de conduire pour conduire une voiture, il faudrait qu'il y ait des permis de gestion pour gérer ces véhicules qui sont fléchés vers l'innovation. Et les professionnels qui gèrent des fonds et qui attirent des industriels, des financiers, qui existent depuis très longtemps et qui font un vrai métier d'accompagnement de start-up, sont compétents pour gérer ce genre de véhicules. Mais effectivement, il faut éviter cette génération spontanée de déviance. Françoise, c'est à vous. Pardon de vous avoir, freiné tout à l'heure. Bon. En fait, déjà, mesdames les députés, je vais vous parler. D'abord, Françoise Huguet-Devallée, je suis vice-présidente du réseau Femmes Business Angel. Je vous rassure tout de suite, messieurs, nous investissons aussi sur des entreprises présentées par les messieurs, d'abord parce qu'il y en a plus que celles présentées par les femmes. Bon, en fait, nous, on est dans une situation un peu paradoxale parce que nous avons été choisis par l'Union européenne pour développer le nombre d'investisseuses en Europe. Et si les dispositions fiscales actuelles ne sont pas modifiées, eh bien, les investisseuses françaises vont diminuer. Donc, c'est quand même un petit peu paradoxal. Et je voulais vous dire, mesdames, aussi que nous, c'est de l'investissement direct, pas intermédiaire, il n'y a pas de commission. Et nous sommes toutes bénévoles. Bon,
Alors, moi, je dis ISF, IFI, bravo. Je dis bravo pour le courage de ce gouvernement qui, enfin, a modifié cet impôt qui était purement, je dirais, pardon. Comme la plupart des assujettis à l'ISF, vous n'appréciez pas à sa juste valeur. Voilà. Et donc? Voilà. Bon, donc bravo. Maintenant, il faut faire le fléchage, comme vous l'a dit. Et comment on fait le fléchage? Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on va essayer de détourner les Français qui ont peur du risque de l'immobilier, qui est peu risqué, mais quand même moyennement liquide. Donc, ils vont aller vraisemblablement beaucoup sur le CAC 40, parce que là, c'est risqué, certes, mais enfin, c'est très liquide. En plus, il y a la carotte fiscale du PFU à 30% sur les dividendes et sur les plus-values. Bon. Parlez juste dans le micro, parce que comme en plus c'est retransmis en direct. Oui, d'accord. Par contre, qui va aller investir dans des startups qui sont par définition très risquées, pas mal de casse, et pas liquides? Il faut attendre souvent des années, et c'est pas nous qui décidons de la sortie. Comment on peut aller sans parachute fiscal? Alors, effectivement, maintenant, il ne nous reste plus que le Madelin, enfin les fameux 18% dans le cadre de l'IR. Je suis contente qu'une précédente oratrice ait parlé qu'il fallait trouver un mécanisme dans l'IR, ça me semble absolument indispensable. Comme l'a rappelé monsieur, ce mécanisme est en plus dans le plafond des 10 000 euros de niche fiscale. Et donc, effectivement, et nous, on est particulièrement sensibles à ça, nous les femmes, effectivement, les emplois familiaux, quand il faut choisir, c'est l'emploi familial. Pour toutes les femmes qui travaillent, c'est pas possible de faire autrement. Or, je rappelle que le ticket moyen d'un business angel français, c'est 11 000 euros. Hein, donc, juste au-dessus du plafond fiscal. Là, je vous parle pas de Xavier Niel, hein, je vous parle du business angel en réseau, qui est une personne privée, qui est aisée, parce qu'il faut quand même être aisé pour pouvoir investir un petit peu, mais qui n'est pas un riche, hein, pas du tout. Et en plus, qui investit directement dans une entreprise, elle ne se contente pas d'acheter un produit de défiscalisation, vous voyez. Elle devient business angel, je dirais, parce que ça la passionne. Elle met son propre argent directement et en plus son temps. N'oubliez pas que nous faisons, les business angels font de l'accompagnement et ceci bénévolement. Donc, nos demandes, c'est quoi? C'est bien sûr sortir du plafond parce que c'est absolument pas possible. Nous voudrions retrouver le taux de 50% de l'ISF parce que c'est un taux qui est pratiqué par exemple en Angleterre, vous voyez, pour les business angels anglais qui sont beaucoup plus nombreux que les business angels français. Et puis en plus, on a bien remarqué que le cinéma était remonté à 48% et qu'il est en dehors du plafond. Donc, je ne sais pas ce qui est plus utile. Il est dans le deuxième échelon du plafond sous ton autorité, Emmanuel. Les Sofica sont dans le deuxième plafond des niches fiscales à 18 000 euros de mémoire. Hein, oui. Mais 18 000 euros quand même. Hein. C'est déjà laisse un petit peu de marge. Mais il faudrait remonter encore. 80% de plus que 10 000. Oui. Bon, donc moi je dirais que c'est indispensable de sauver au moins l'investissement direct et que contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, ça ne coûte pas cher à l'État. Et je vais prendre un exemple. Quand un business angel investissant, très souvent, il est abondé par un fonds régional qui, lui, n'est pas fiscal, donc ne coûte rien à l'État. Il est abondé du même montant, ça fait 200. Donc, pour la dépense de 50, vous avez un levier de 4. Et j'ajoute que la dépense n'est qu'une dépense qu'en cas de malheur. C'est-à-dire si la société dépose le bilan, ce qui arrive malheureusement quand même assez souvent. Mais sinon, vous allez récupérer de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est véritable. Ces 50 sont vraiment un investissement. Quand on regarde que les Sofica, il y avait une personne de la BNP, elle n'est pas là finalement? Il y a plusieurs banquiers dans la salle. Bon. Françoise, il est aussi 11h15. Bon, je vais très vite. Une minute. Je dis simplement que les banques proposent des Sofica à leurs clients aisés par priorité. Et donc, moi, je pense que quand même, c'est quand même une priorité de l'État, le soutien aux PME, et qu'il faut donc accompagner les business angels
dans l'accouchement des entreprises. On a des dames, donc je prends des figures féminines. Sinon, vous allez avoir une sérieuse crise de natalité des startups. Alors, en résumé, François, si je comprends bien, vous proposez une égalité de traitement entre les PME et le cinéma, et de porter l'IR-PME au même traitement fiscal que les SOFICA. Oui, même un peu plus, 50. Dans le micro, je vous prie, dans le micro. Pardon? Vous ne parliez pas dans le micro et donc ça ne s'entendait pas sur Internet. Oui. Que répondiez-vous à ma question? Votre position, si je la résume, c'est traitons les PME comme le cinéma avec les mêmes avantages fiscaux qui se trouveraient être donc de 48% de taux de défiscalisation sur une assiette que j'ai oubliée et avec dans un cadre d'un maximum de 18 000 euros. C'est bien cela? J'osais même aller jusqu'à 50, comme les Anglais, comme l'ancien dispositif et SFR. Isabelle, d'un mot, puis Nicolas. Je voulais ajouter des pistes de réflexion justement pour la commission de réflexion sur la loi de finances, qui, outre le plafond et le taux, attire aussi l'attention sur la durée de conservation, puisque aujourd'hui, pour bénéficier des réductions de 18%, il faut conserver les titres au moins 5 ans. On a évoqué dans les précédentes tables rondes que pour favoriser l'innovation et le développement des sociétés, il faut du temps. Donc une piste de réflexion, peut-être que 5 ans, c'est un peu court. C'est-à-dire que peut-être il pourrait avoir deux niveaux, une durée relativement courte, 5 ans, avec un certain plafond, et puis un plafond nettement amélioré, à la fois en pourcentage et en seuil, pour les gens qui font les efforts plus longtemps que 5 ans. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est sur les critères d'éligibilité vers lesquels ces fonds sont dirigés. Aujourd'hui, ces critères d'éligibilité comportent un âge d'entreprise. Donc, quand l'entreprise, je dirais, est même pas vieille, mais est adolescente, on la débranche. Et pour qu'elle grandisse, il faut qu'elle ait le temps de devenir adulte. Donc, la débrancher avec un âge trop petit, 5 ans, 7 ans, c'est trop tôt. C'est l'âge à laquelle pousse l'oiseau hors du nid, n'est-ce pas? Pas le temps de se développer. Donc, j'insiste sur ces deux durées, la durée de conservation et puis l'âge des sociétés vers lequel on flèche. Alors, sur l'âge, j'ai peur que le RGEC soit quand même assez strict. Hein. Je ne vois pas comment la loi française pourra déroger au règlement général. Oui, c'est un critère européen, je confirme. Oui. Et un point supplémentaire, on a parlé de l'intermédiation et des frais. Je pense qu'il faut distinguer les frais de commercialisation et de distribution des produits, qui effectivement sur lesquels on peut réfléchir, et les frais de gestion, qui sont vraiment autre chose, puisque là, c'est le professionnalisme de l'accompagnant que j'évoquais tout à l'heure. Et un point supplémentaire, en plus de l'accompagnement des entrepreneurs, c'est la capacité de ces professionnels à aller chercher d'autres investisseurs, notamment étrangers, des gros investisseurs étrangers, pour accompagner ces sociétés dans leur développement. Là, encore une fois, je ne parle pas de start-up, je parle de sociétés qui commencent à se développer. Elles lèvent des fonds importants. Et la capacité des professionnels à aller chercher 5 millions ou 10 millions de gros investisseurs outre-Atlantique ou étrangers pour les flécher sur nos sociétés françaises est importante. Et ça, on ne pourra jamais le faire avec des investisseurs business angels. Donc, je pense que ces deux mondes sont complémentaires. Nicolas, comment est-ce que tu es l'entrepreneur officiel du régime du service? Tu représentes notre partenaire du labérage et l'ISF que tu payes. Absolument. Et tu vas nous expliquer pourquoi d'ailleurs, que tu payais bientôt, a quand même servi à construire ton entreprise. Absolument. Peut-être un petit mot sur le labérage. Bien sûr. Et sur YouTrust. Donc, je suis Nicolas Morel, je dirige une start-up que j'ai fondée depuis 3 ans qui s'appelle YouTrust, dont je dirais un mot, parce que je suis moins connu que BNP Paribas, donc j'ai besoin de me présenter. Et à cette pour table, l'instant. Voilà, pour l'instant. Et à cette table, je représente aussi le partenaire de ce colloque, qui est le Lab RH. Qu'est-ce que c'est que le Lab RH? Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un regroupement, c'est une association que j'ai rejoint il y a 18 mois. Ils m'ont dit on est 250 startups, je les ai pas cru. C'était vrai. Et aujourd'hui, il y a plus de 450 startups dans le monde des ressources humaines, des RH, qui ont rejoint le Lab. Donc le Lab a vraiment consolidé, aimanté toute l'innovation et toutes les startups du monde des RH en France. Et c'est un monde que j'ignorais avant. Et sachez qu'en France, je crois qu'on est les champions du monde dans le domaine des ressources humaines. C'est incroyable, l'innovation. Ça fait un peu autopromo, hein, faut dire. Alors, mais il se trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert en mars le Lab RH
Et c'est vrai. Maintenant, fin de la minute publicitaire, Voilà, Utrust. je suis qu'une de ces, voilà, la promo, elle va venir maintenant. Donc, Utrust, c'est une des plus belles boîtes du lab. Et même la plus belle, allons-y. Voilà, et qui intervient dans le domaine du recrutement et qui va vous permettre de vous assurer des qualités de savoir-être, de comportement, d'attitude de vos candidats avant de les recruter. Voilà ce qu'on fait. Et il y a du digital et de l'humain derrière. Et j'arrête là la promo. Ah non, au contraire. Ah. Comment as-tu financé Utrust? Ok. Alors moi, en fait, et j'ai ton parcours d'entrepreneur ouais, avant. voilà, j'ai une première vie entrepreneuriale avant la création de Utrust il y a 3 ans. Et c'est sans doute ce qui m'a donné le bonheur d'être à cette table ici. C'est parce qu'au lab, les gens en moyenne, ils ont plutôt entre 25 et 30 ans. Et donc, ils sont probablement pas à l'ISF. Moi, je le suis depuis quelques années. Et donc, ils ont trouvé un gars qui a été à l'ISF. Il y en avait un, c'était moi. Et donc, ils m'ont mis à la table. Et donc, j'ai pu créer Utrust effectivement il y a 3 ans en bénéficiant en investissement, en tant qu'investisseur direct. J'ai investi 100 en capital et j'ai eu 50% d'économie d'ISF à la création. Et j'ai refait une augmentation de capital en 2016 et à nouveau en juin 2017 récemment. De manière à pouvoir assumer le nécessaire fonds propres, besoin en fonds propres de la société que j'ai créée. Et voilà. Et aurais-tu pu le faire sans l'ISF PME? Ou comment aurais-tu Ça fait aurait s'il n'y avait été, pas vraiment d'ISF PME? difficile parce que pour te dire. Non, mais prenons le cas de figure. Ouais. Enfin, comme il n'y a rien de plus incertain que l'analyse économique de la loi, faisons un scénario, comment ça, pro forma. Le scénario pro forma, c'est de dire, voilà, si le régime tel qu'il est là, dans le projet de loi de finances, s'était appliqué, c'est-à-dire si tu avais été à l'IFI sans déduction, aurais-tu agi de la même manière? Et sinon, comment te serais-tu comporté en tant qu'entrepreneur? Alors, je veux bien répondre à cette question, mais par oui ou par non. J'aurais probablement pas pu. Voilà, c'est certain. Maintenant, je soulignais quand même l'ambivalence qu'il y aurait à vouloir la suppression de l'ISF, d'une part, et à continuer à bénéficier de l'exonération associée. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà. Sans parler des faveurs de la crémière, non? Pardon. C'est la crémière, mais vous savez, c'est comme la CSG, on nous a reproché de ne plus la payer sur une enveloppe qui va disparaître, mais c'est que parfois on a des injonctions contradictoires qu'on n'arrive pas à résoudre, nous, Français. Alors, ce qui est certain, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, avoir pu bénéficier de cette opportunité-là, donc voilà, investir 100, économiser 50, développer avec des fonds propres du coup significatifs, parce que le problème de beaucoup de petites entreprises, c'est le problème des fonds propres. Donc là, ça a aidé quand même. Et sans ça, j'aurais probablement pas pu. Voilà, c'est certain. Alors, voilà. Ce que je voudrais peut-être rajouter un mot parce que j'ai pas eu beaucoup la parole, Jean. Bien sûr. Donc, je pense moi effectivement qu'il y a peut-être un peu d'innovation fiscale, des véhicules particuliers à traiter, à créer, de manière effectivement à flécher mais ça a déjà été dit beaucoup à cette table. Donc je ne vais pas m'alourdir là-dessus. Je pense que ce serait pas mal de l'insérer dans un plan global. On a souvent parlé du Small Business Act. Je pense que beaucoup de PME françaises qui travaillent en B2B avec des grands comptes, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. J'ai échangé off the record avec Monsieur Dupin là juste avant là de BNP Paribas Factor. Obtenir déjà un bon de commande, c'est 98% du boulot est fait. Et ensuite le financer, c'est une évidence. Mais c'est très difficile. Je veux dire, le rapport entre les petites entreprises françaises et les grands groupes, c'est compliqué. Alors, ce sujet-là, je ne sais pas si c'est Patrick de Villepin, je te renvoie vers François Perret, si on arrive à sa table ronde dans 1 heure. Pour en revenir, excuse-moi, à l'ISF PME, il est 11h25, et c'est ce que vous disiez, Madame la députée, c'est les injonctions contradictoires issues de la société civile. On va en prendre une toute dernière. Jonathan Wasserman, puisqu'il y a une place libre à la tribune, vas-y, tu seras dans la caméra, va poser la question dont tu m'avais parlé. Et tu te présentes en 10 secondes, toi et Quorum, et tu donnes la question. Bonjour à toutes et à tous, Jonathan Wasserman, directeur associé de Quorum Asset Management, et c'est au sujet de l'IFI et de l'immobilier. Nous avons assez peu parlé d'immobilier ce matin, mais je voulais rappeler aussi que l'immobilier participait grandement au financement des PME et des sociétés françaises. Nous sommes un acteur, c'est pas la promotion, c'est juste pour présenter, qui gérons des fonds immobiliers grand public à 100% investis en immobilier professionnel en France et hors de France, et qui
participe donc à 100%, voire plus, au financement de ces sociétés françaises, puisque ça permet à des entreprises de récupérer des fonds propres, de l'argent pour leur développement futur. Le problème est qu'aujourd'hui, ces épargnants de ces fonds, de type SCPI et OPCI, enfin plus SCPI en l'occurrence, vont être toujours été dans l'ISF potentiellement, seront toujours dans l'IFI et en plus vont avoir la double peine, c'est qu'ils restent dans l'IFI et ils auront en plus, ils ne seront pas intégrés à la flat tax de 30%. On a eu les yachts, voici la pierre papier. Excusez-moi, je vais juste. Oui, mais je vous en prie, Madame la députée, parce que je notais, mais bon, comme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier professionnel sort de l'IFI, donc ça, c'est un point qui est important. Et moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est en quoi l'IFI va ralentir l'investissement sur les SCPI ou les OPCI, puisque le barème ne change absolument pas et que l'assiette ne change pas non plus. Donc, en quoi ça va ralentir justement ces investissements-là? Une dernière chose sur l'ISF global et donc la disparition de l'ISF et la création de l'IFI, toute personne qui était assujettie à l'ISF auparavant verra son impôt diminuer, puisque de toute façon, une personne qui a un actif immobilier a certainement à côté un actif financier. Donc, voilà, la question c'était juste ça, en quoi justement cette nouvelle mesure va ralentir l'investissement sur les SCPI ou les OPCI? Alors, sur l'IFI, j'ai cru comprendre que les SCPI étaient à 100% dedans pour les détenteurs. Il y a un sujet sur les SCPI professionnels. D'accord. De bureaux et c'était surtout sur nous on a des épargnants, on parlait de durée de détention des épargnants. En SCPI, c'est des durées d'investissement qui sont en moyenne de 23 ans, qui sont très très longues. C'est-à-dire que les épargnants, donc l'immobilier produit de rente, mais ce sont des épargnants qui... Et ce sont des épargnants qui financent aujourd'hui les sociétés françaises indirectement. Et c'est plus sur la double peine. Donc l'IFI, ça ne change rien pour eux, vous avez tout à fait raison. Mais c'est plus sur la double peine et IFI et pas flat tax. Donc PMI plus prélèvements sociaux, qui va du coup limiter l'investissement, l'investissement de ces épargnants vers ces produits qui contribuent au développement de nos sociétés en France. Et là encore, je vais être très rapide. En quoi la flat tax va justement pénaliser l'investissement sur ces produits-là, sachant que ceux qui investissent dans SCPI sont en général des personnes assez aisées, avec des revenus plutôt plus que modestes. Et donc là, avec la flat tax, on diminue tout de même l'impôt. Donc là, encore une fois, voilà, je ne comprends pas. Les SCPI les SCPI sont soumis au revenu foncier. Donc c'est du revenu foncier, donc sortent de la flat tax. Oui, donc de toute façon, ça ne change encore une fois rien à ce qui est au dispositif existant. C'est-à-dire qu'on va emmener les épargnants vers des produits d'épargne beaucoup plus courts, qui ne financeront pas forcément l'économie. Donc sous couvert de fiscalité, on va sortir les épargnants qui participaient au financement de nos sociétés françaises vers des produits avec une durée de détention plus courte pour un avantage entre guillemets fiscal, dont ils ne bénéficieront pas. Dès lors que vous avez un produit qui est fiscalisé à 30%, à côté d'une SCPI qui finance l'économie et qui est fiscalisée à tranche d'imposition plus CSG, CRDS, tous les prélèvements sociaux, vous pouvez arriver au double d'imposition. Jonathan, alors sur ce point-là spécifique, non. Parce que sinon, les Sofica se relèveraient plus d'argent en France que l'immobilier. Donc, clairement, la réponse simple, c'est non. Voici, mesdames les députés, le panorama presque complet des injonctions contradictoires qui remontent de la société civile avec la suppression de l'ISF-PME. Je rajouterai juste, parce que c'est vrai qu'on est PME finance plutôt que immobilier finance, le lien qu'il y a sur des sociétés parfois abusives, parfois pas. Et en tout cas, le jugement sur Maranatha n'est pas encore rendu. Mais le fait que l'ISF-PME s'est retrouvé assez régulièrement fléché vers des montages immobiliers et de promotion. Donc, on a aujourd'hui, dans la complexité de la société civile, tout cela. Voilà, une sorte on a tiré l'ISF-PME et tout s'enclenche de l'entrepreneur qui monte sa boîte jusqu'à la pierre papier. Voilà toute la complexité.
il est grand temps que je vous donne la parole avant peut-être de dire d'un mot d'analyse de PME Finance, mais cette analyse-là sera extrêmement brève. Mesdames les députés. Alors moi, je vais être très rapide parce que j'ai malheureusement pas pu assister au début de cette table ronde. C'est juste vous dire que ces mesures qui visent à supprimer l'ISF et créer l'IFI ou la disparition de l'ISF PME s'accompagnent d'un certain nombre de mesures qui visent justement à dynamiser un petit peu notre économie. Donc, prise comme ça, enfin chaque mesure prise comme ça séparément, effectivement, on peut ne pas trouver son compte, ou on peut effectivement trouver certaines contradictions, mais il faut vraiment la replacer dans l'ensemble du projet que nous avons, et ça, il faut effectivement l'avoir en tête. Il y a un certain nombre de mesures qui sont dirigées vers les entreprises. Donc, c'était juste pour replacer un petit peu le débat dans le projet, voilà, tout entier. Je te laisse. Madame Perron. Je compléterai pas beaucoup plus mais je trouve que ces tables rondes, d'ailleurs, elles sont assez complètes cette matinée, puisque même si elles sont bien séparées, il n'empêche qu'à la fin, on pourra peut-être faire une synthèse et mise bout à bout, on pourra se dire quoi qu'il manque la diminution de l'IS qui va concerner toutes les entreprises, la transformation du CICE aussi en baisse de charge. Donc effectivement, c'est global, plus diminution des cotisations sociales versus augmentation. Il y a tout ça effectivement qui font il faut qu'on ait une vision systémique de ce budget, parce qu'en fait, au-delà effectivement la transformation de l'ISF en IFI, c'est une relance de l'économie globale. Et j'ai envie de dire, on a envie d'avoir de l'espoir, on a envie d'être positif et de dire que c'est une recomposition. C'est vrai qu'il y a une recomposition de l'économie qui se fait aussi ici, parce qu'on explose un peu des dispositifs existants en pensant qu'on les simplifie, et je pense vraiment que c'est une réalité, et qu'on va arriver finalement à transformer cette économie. Je ne sais pas si vous avez meilleuresentreprise.com au Lab RH, mais qui est une petite start-up dans laquelle j'ai travaillé aussi, et qui travaille sur le bien-être en entreprise. C'est probablement une des 450 sociétés. T'as intérêt, parce que sinon elle le devient cet après-midi, hein, Nicolas. Parce que j'ai juste oublié de vous répondre tout à l'heure quand vous avez parlé justement de la situation de votre entreprise il y a 3 ans, et sans l'ISF-PME, est-ce que vous auriez pu vous lancer? La situation d'il y a 3 ans ne sera pas celle de 2018, elle ne sera pas encore moins de celle de 2019. Donc voilà, on a de grands espoirs de penser que l'ensemble des mesures que nous sommes en train d'étudier et de voter très prochainement permettront d'améliorer la situation et de trouver des fonds différemment. C'est un secret pour personne que de toute façon, je pense qu'au sein du Lab et comme dans le monde des startups françaises, on est très favorable et en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Je voudrais, à moins que ce soit le cas de prochain, voilà, cette table ronde, qu'on n'oublie pas peut-être dans cette vision systémique ce Small Business Act à la française. Ce serait très bienvenu. Falloir qu'on en parle, Nicolas. Pour aller vers les entreprises, on trouvera le mot français. Il faut qu'elles puissent naître. Je pense aux toutes petites et aux startups. Donc, puisqu'il faut bien, la position de PME Finance en la matière est que il est probable, dans notre analyse, que un renforcement au moins temporaire de l'IR-PME se justifie. Parce que dans les 10 milliards qu'est le private equity en France, bon an, mal an, la part de l'amorçage, de l'autofinancement de la création et de son financement par des anges bienveillants, et la part du financement des entreprises technologiques est quand même la plus fragile. On est à moins d'1 milliard sur 10. Et ce milliard d'amorçage et de technologie vient quand même largement de la poche publique, que ce soit la poche indirecte via les incitations ou directe via BPI-France. Et réduire de peut-être moitié, je n'ai pas fait les calculs honnêtement, mais d'une part certainement importante et brutalement l'apport public à l'amorçage et à la technologie serait un déséquilibre inutile pour des sommes qui n'engagent pas les grands équilibres de l'État. Donc ça, c'est la position de PME Finance en matière d'IR-PME. Nous sommes un peu moins radicaux que France Angel ou que Femmes Business Angel, mais nous pensons néanmoins nous espérons que le législateur atténuera ce régime, au moins temporairement, quitte à voir quels sont les nouveaux équilibres qui se créent. Spécifiquement sur la Grande-Bretagne, le modèle britannique, c'est de la rengaine des business angels, simplement parce que vous avez un plafond à 1 million d'euros qui avait été repris, entre autres, dans le programme Fillon, pour ne pas le citer. La PME
Finances a pris position publiquement plusieurs fois et continue de proposer une convergence de toutes les niches fiscales sur un compte unique. Que vous alliez de l'immobilier à la PME, au dom-tom, à tout ce qu'on voudra, il serait quand même bien plus simple d'avoir un compte millésimé, c'est l'idée du UK en effet, où chaque année, vous ouvrez un compte d'épargne, vous mettez sur ce compte les sommes sur lesquelles que vous comptez investir en titres éligibles, et de ces, mettons, 100 000 euros, vous déduirez un taux unique de votre note fiscale globale l'année suivante. Nous l'avions appelé en son temps le compte épargne entrepreneur, mais on peut l'ouvrir jusqu'à l'immobilier, je pense, et avoir ce compte épargne 2017, je mets 100 000 euros dedans, et je sais que l'an prochain, je déduirai 25 000 euros de mon IR, de mon IFI, de mes droits de succession, de ma note fiscale. Quel que soit l'impôt que j'ai à payer, sous réserve que les 100 000 euros aient été placés en titres éligibles, directement ou indirectement. Et de cette manière, vous créez ex nihilo un marché des fonds de fonds. Partie immobilière, partie PME, avec une allocation dans l'immobilier et dans le fonds de fonds, qui permettent à l'État et à la puissance publique de jouer et sur les ratios d'allocation des fonds de fonds, et sur les taux et l'assiette d'une année sur l'autre, en étant simple et compréhensible pour l'épargnant. Voilà, là encore, je ne veux prendre personne au piège, et nous avons une ample littérature à vous soumettre si par hasard cela vous intéressait, mesdames les députés. Je vais vous prier, mesdames et messieurs, de les applaudir.